Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. On va parler comme promis sur Twitter des Sacramento Kings. Sacramento, le retour des rois, parce que du côté des Kings, eh bien ça faisait 12 années consécutives qu'on finissait la saison régulière avec un bilan inférieur à 50% de victoires et que présentement, dans ce début de saison 2018-2019, les Kings, ils ont le 13e meilleur bilan de la NBA avec 10 victoires, 8 défaites, d'autant plus remarquable qu'ils évoluent dans une conférence Ouest ultra compétitive, qu'ils affrontent donc beaucoup et de manière récurrente des adversaires qui sont relativement forts. Il semblerait bien que du côté des Kings, il y a un autre process. Il y a un autre process qui soit en phase, qui soit en cours, qui soit en marche. Et via cette vidéo, eh bien, je vous propose de décrypter un petit peu ce bon début de saison des Kings. Un bon début de saison qui se matérialise par une attaque de Sacramento classée 16e, on était 29e du côté des Kings la saison passée, et par une défense qui est passée de la 27e à la 20e place, et au global, on a, en termes de pourcentage au tir réel, eh bien, le 10e meilleur pourcentage de toute la NBA. Du côté des Kings, on avait le pire la saison passée, et quand on regarde la shooting chart des Kings, on se dit les Kings, ils ont tout compris au basket moderne, parce que on a la deuxième meilleure adresse de la NBA au-delà de la ligne à 3 points, insolence totale au-delà de la ligne à 3 points, et on a le 7e meilleur pourcentage pour les tirs tentés à 2 mètres du cercle, donc les tirs qui sont vraiment tout proches du panier. Donc dans les deux compartiments finalement les plus rémunérateurs en termes d'efficacité offensive, on a des Kings qui sont bien positionnés, et puis ajoutez à ça une équipe qui est en capacité de très très bien négocier ses fins de match, puisque du côté des Kings sur cette saison, on a le meilleur bilan dans les matchs où, sur les 5 dernières minutes du match, il y avait plus ou moins 5 points d'écart. Et on a un différentiel, d'ailleurs, qualité d'attaque, qualité de défense dans ces fins de match serrés qui est très 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 élevé. On pourrait faire une vidéo rien que sur ça, sur les fins de match des Kings. On va pas développer cette partie-là, on va faire une approche plus globale. Ayez juste en tête que les Kings négociaient déjà très bien les fins de match la saison passée. Je m'étais noté ça, ils avaient le 9e meilleur ratio, ils avaient un bilan positif en fin de match. La problématique des Kings, c'est qu'ils n'arrivaient pas à rester au contact jusqu'à la fin du match la saison passée. Mais voilà, c'est une équipe qui traditionnellement négocie bien ses fins de match, c'est encore le cas cette saison. Et dès que vous êtes un petit peu coaché et qu'il y a un petit peu de structure, tout de suite ça change tout. Merci coach Jaeger. Et bien cette transformation des Kings, ce bon début de saison des Kings, il est incarné, il est matérialisé par un homme. Il est matérialisé par le jeune Fox, par le petit Fox qui fait un début de saison remarquable. Et ça, c'est ce que vous verrez dans tous les papiers de la NBA, et c'est dans tous les papiers qui traitent de la NBA. Et c'est complètement vrai, mais derrière l'iceberg émergé Fox, eh bien, il y a une énorme partie immergée, et il y a un autre homme qui est derrière le très bon début de saison des Kings, c'est coach Jaeger, c'est le coach de cette équipe de Sacramento, parce que ce qu'il a fait est complètement fascinant. Les Kings, la saison passée, c'était le 30e pace de la NBA, c'était l'équipe qui jouait le plus lentement de la ligue. Et bien, cette saison, les Kings, ils ont le 2e pace de toute la NBA. C'est simple, entre la saison passée et cette saison, les Kings, ils jouent en moyenne 10 possessions de plus par match. Et là où je vous dis c'est fascinant, c'est que coach Jaeger, il a complètement changé son approche. Lui qui était assistant du côté des Grizzlies, qui a été head coach du côté des Grizzlies, qui était dans une config avec Zach Randolph, Marc Gasol, une config classique avec 2 intérieurs qui jouent près du cercle, qui jouent dos au panier, il s'est dit je vais arriver aux Kings et je vais appliquer ce qui marchait bien dans mes années du côté des Grizzlies. On va jouer grand, on va jouer à l'intérieur. Et puis il s'est rendu compte que ça marchait pas, qu'on n'y arrivait plus dans cette config, finalement dans une NBA qui était de plus en plus rapide et de plus en plus petite, et il s'est dit ok, on change tout. Je change complètement mon plan de match, et effectivement, quand on regardait les 5 les plus utilisés du côté des Kings la saison passée, classés par ordre de temps de jeu, eh bien on se rend compte qu'aucun des 5 majeurs les plus utilisés était un 5 majeur small ball. Il y avait systématiquement 2 intérieurs classiques dans les 5 utilisés majoritairement l'année dernière à Sacramento, avec Colestein Randolph, avec Randolph Colestein encore, Randolph Labissière, Labissière Colestein,
ou encore une fois Koufos, Kollestein. Bref, on jouait systématiquement grand la saison passée, et forcément, quand vous jouez avec des intérieurs de grande taille, vous ralentissez le tempo, parce qu'en attaque, vous voulez placer vos intérieurs, ils vont essayer de fixer de hauts paniers, ils viennent monter des écrans, vous êtes condamné à ralentir le rythme, le temps que vos intérieurs viennent se mettre en place. Eh bien, je vous le disais, cette année, on joue 10 possessions de plus par match, et effectivement, regardez, dans une config qu'on a rapetissée, avec Fox, Hill, Kollestein, Schumpert et Bielitsa, eh bien, on a un fond de jeu qui est beaucoup plus étiré, avec beaucoup moins d'intérieurs qui jouent de haut panier ou qui jouent dans la raquette, et on a pu comme ça complètement lâcher les chevaux. Et cette volonté finalement de se réinventer, de lâcher les chevaux, d'accélérer, de jouer plus vite, ça a complètement libéré des joueurs de l'effectif, dont notamment De'Aaron Fox. Et ce qui est intéressant, c'est que ce début de réponse, ce début de transformation des Kings, il avait déjà été amorcé en partie la saison passée, puisque quand on regarde les 5 la saison passée, où il y avait ensemble sur le terrain Fox, Buddy Hield et Kollestein, eh bien on avait déjà, pourtant dans cette saison 2018 où les Kings avaient le 30e pace de la NBA, on avait déjà, avec ces trois-là sur le terrain, on avait déjà des configs où on jouait à 108, 112, 105, 106 possessions par match, ce qui est le rendement actuel. Donc on avait déjà commencé à explorer la saison passée ce jeu ultra rapide avec ce triumvirat des Kings, et on l'a complètement installé et instauré sur cette saison 2018-2019. Et je vous le disais, ça a libéré, ça a transcendé beaucoup de joueurs de cet effectif des Kings, parce qu'on a maintenant les 5 joueurs qui jouent le plus dans ce dispositif de Sacramento, qui ont un PER, donc qui ont une productivité quand ils sont sur le terrain qui est supérieure à 15, la moyenne normalisée dans la NBA. Et mis à part Bagley, on a les 4 joueurs majeurs qui ont un box plus minus positif, donc on a des joueurs qui produisent et qui sont impactants. On ne produit pas de la stat dans le vide, on produit de la stat qui permet de gagner des matchs, donc on a trouvé de l'efficacité. Et effectivement, les Kings sont sans conteste l'équipe la plus rapide de la NBA, puisque vous voyez que leur vitesse moyenne, c'est la plus élevée de toute la ligue, et c'est aussi l'équipe qui parcourt le plus de distance de toute la NBA en moyenne par match, donc ça court dans tous les sens en cumulé. C'est quand même 18 miles, c'est complètement fou. 18 miles parcourus par la somme de tous les joueurs des Kings en moyenne par match. C'est complètement fou, mais voilà, ce dispositif d'accélération, cette volonté de jouer plus vite, qui se matérialise par 44% des tirs tentés par Sacramento en moins de 9 secondes. C'est un petit peu le fameux 7 seconds or less de Mike D'Antoni dans ces années passées. C'est ok, on va essayer de trouver très très rapidement un tir tôt sur l'horloge, parce que la défense en place ne va pas être encore bien ajustée, et puis surtout ça permet d'avoir des tirs assez ouverts relativement rapidement. Donc 44% de tirs tentés en 9 secondes. D'ailleurs, petite parenthèse, je lis encore sur internet que les Rockets ils jouent en 7 seconds or less. Pour info, les Rockets cette saison c'est l'une des équipes qui joue le plus lentement de toute la NBA. Donc arrêtez de nous dire les Rockets c'est 7 seconds or less avec D'Antoni, ça n'est plus du tout vrai. Depuis que Chris Paul est arrivé, ça n'est plus du tout vrai. Par contre, c'est vrai maintenant du côté des Kings. On s'est repassé un petit peu les bonnes recettes, et cette équipe de Sacramento, effectivement, regardez, c'est la deuxième équipe la plus à droite de la NBA sur les tirs qui sont tentés entre 18 et 15 secondes sur l'horloge des 24, donc recherche de tirs rapides, et on trouve de l'efficacité sur ces tirs rapides, et c'est l'équipe qui tente en proportion le plus de tirs entre 22 et 18 secondes sur l'horloge des 24, donc ça veut dire en 6 secondes on a déclenché, donc c'est très 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 rapide, c'est l'équipe qui en tente le plus, et sur ces tirs qui sont tentés très très rapidement, ils ont un très très bon pourcentage, on est à 59% au tir réel, c'est très 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 élevé, c'est plus élevé que la moyenne NBA, donc cette recherche de vitesse, cette recherche de rapidité, c'est quelque part aussi une recherche d'efficacité, parce qu'on trouve des tirs ouverts très vite, on trouve des contre-attaques, des drives très très vite, et quand vous avez des Fox, qui sont des espèces de lapins du Racel, des Speedy Gonzalez qui courent dans tous les sens,
eh bien, vous leur ouvrez comme ça des intervalles et ils s'ouvrent des accès au cercle. C'est ce qu'on disait, ça a libéré, ça a maximisé le potentiel d'un joueur qui incarne un petit peu ce très bon début de saison des Kings. Ce joueur, c'est De'Aaron Fox. C'est Monsieur Renard. C'est Monsieur Renard qui, quand on regarde ses stats avancées, effectivement, c'est flagrant, il y a une vraie progression. On est passé de 48% au tir réel à 58%. Donc on a gagné 10 points de pourcentage en réussite, alors que le taux d'usage est resté le même. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Fox qui, cette année, marque plus de points parce qu'il joue plus, parce qu'il tente plus de choses. On a quasiment le même temps de jeu. Il a progressé un tout petit peu, mais on a quasiment le même temps de jeu. On a surtout un Fox qui a maximisé son adresse, qui est beaucoup plus adroit et beaucoup plus efficace en attaque. Il tire un petit peu plus à 3 points, il tente plus de lancers francs parce qu'il va provoquer plus de fautes, il va plus driver, et ce qui est aussi très 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 intéressant, c'est que il prend un petit peu plus de rebonds en pourcentage, donc ce n'est absolument pas lié au temps de jeu, il crée plus de passes décisives en pourcentage, et globalement son ratio de perte de balles est resté plus ou moins le même. Crée plus de passes et on ne perd pas plus de ballons en essayant, si vous voulez, de lâcher la balle. Et au final, on a un Fox qui était à 11 de PER qui passe à 18. Et on a un Fox qui avait un box plus-minus à moins 4, ce qui est très 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 faible, ce qui est un box plus-minus de joueurs du bout du banc. Et on est à plus 1 cette saison, donc c'est toujours pareil, le box plus-minus est normalisé à 0. Donc quand vous êtes à 0, vous avez une efficacité, un impact qui correspond à l'impact d'un joueur moyen dans la NBA, un titulaire moyen. Donc dès lors que vous êtes au-dessus de 0, vous êtes très très bien. Quand vous êtes à plus 3-4, c'est calibre All-Star, et quand vous êtes à 5-6, c'est calibre joueur All-NBA. Donc Fox, il a incontestablement cette saison réussi à apporter de l'efficacité, à apporter de l'impact à cette équipe des Kings. Et effectivement, quand on regarde ces pourcentages au tir, ils explosent. Ils explosent puisque sur les catch and shoot, on a un Fox qui est à 66% au tir réel. C'est 20 points de pourcentage de mieux que la saison passée. Certes, il n'en fait pas énormément. Et là, il y aura peut-être quelque chose à travailler un petit peu du côté des Kings. Mais 66% au catch and shoot, c'est très 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 bon. On a un Fox qui est maintenant à 46% au tir réel sur les pull-ups, 10 points de pourcentage de gagné par rapport à la saison passée, et qui est plus ou moins resté dans le même niveau d'efficacité offensive dès lors qu'il s'agissait de se rapprocher du cercle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un Fox qui d'un côté est ultra rapide, et qui ajoute à cette vitesse des qualités de tir de loin, des qualités de tir extérieur. Parce que sur ce début de saison, on a un Fox qui est pratiquement à 40% de réussite à 3 points. Et là, ça commence à devenir compliqué à défendre. Ça commence à être un petit peu compliqué à défendre. Et effectivement, cette accélération du tempo, elle a immédiatement et de manière prioritaire profité à un joueur comme De'Aaron Fox qui va pouvoir jouer beaucoup plus vite, qui va pouvoir donc beaucoup plus facilement prendre par un avantage de vitesse son vis-à-vis, qui va pouvoir complètement déborder en vitesse les défenses qui sont en train de se replacer dans le repli. Et c'est comme ça que, regardez Fox, il a pratiquement 30% de son volume total de tir qui est tenté en moins de 6 secondes sur l'horloge, et il est à 50% au tir réel sur ses tirs tentés de manière ultra rapide, dont un petit 50% à insolence à 3 points des familles, et sur les tirs tentés en moins de 9 secondes, donc quand on arrive entre 18 et 15 secondes sur l'horloge des 24, il est à 68% au tir réel, 63% à 3 points, il n'y a pas énormément de volume. Mais ça veut dire que la défense adverse, si elle voit Fox se précipiter vers la ligne à 3 points, elle est obligée de sortir sur lui. Hein, c'est pas un Rondo ou un Markelle Fultz qui se présente à 3 points, ou un Ben Simmons, c'est ok, vas-y, je t'en prie. Là, on est obligé de sortir sur lui. Et forcément, on est obligé de sortir sur lui. Et lui, il va en profiter pour vous déborder en dribble, et vous déborder, slasher, et finir fort dans l'intervalle. Donc, accélération du tempo qui a permis à Fox de tirer
son efficacité offensive et notamment sa réussite au tir sur ces tirs qui sont tentés très très tôt sur l'horloge. Et à contrario, vous voyez que plus on avance sur l'horloge des 24, donc plus on contraint Fox entre guillemets à devoir déborder une défense bien en place, plus son pourcentage il descend, même si en fin de possession à 52% ça reste pas mal, ça reste tout à fait correct, notamment avec ses capacités de drive et d'attaque du cercle. Évidemment que ce tempo très rapide des Kings, il bénéficie à toute une proportion de tirs tentés par Fox près du cercle. Voyez que ce qu'il a marqué le plus en panier cette saison, c'est des paniers dans la zone restante. C'est des lay-ups, c'est des tirs en dessous. Et c'est ce que je vous expliquais juste avant. Jaeger a dit ok les gars, maintenant on y va, on court, on accélère, il y a un rebond, Fox il récupère la sortie de balle et bam il sprint, il essaye de contourner la défense et face à une défense qui est un petit peu, qui communique mal, qui s'est mal repositionnée, eh bien il trouve des intervalles pour aller finir fort entre deux défenseurs et comme il a de très très bonne qualité de finition au panier, eh bien il s'ouvre comme ça des paniers à très haut pourcentage, qui tirent l'attaque des Kings vers le haut. Donc très clairement, avoir favorisé une attaque qui ouvre des solutions en transition pour Fox, c'est une merveilleuse idée, parce que là, il peut pleinement exploiter son potentiel, il peut pleinement exploiter sa vitesse, et il devient super dur à défendre. Des joueurs comme ça, des Fox, des Westbrook, des John Wall, quand vous les lancez comme ça en open court qui peuvent accélérer, ils deviennent inarrêtables. Parce que soit vous êtes en retard et vous faites faute, soit vous essayez de vous placer devant mais vous vous faites déborder. Donc ça devient vraiment très 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 compliqué à défendre. Donc tactiquement c'est très très bien joué de la part des Kings. Fox se régale et dans sa régalade, il entraîne son équipe avec lui dans ses bonnes performances offensive et ça se retrouve sur sa shooting chart, ça se retrouve complètement sur sa shooting chart où on retrouve ces excellentes capacités de finition très au-dessus de la moyenne NBA dès lors qu'on est dans la zone restreinte et même d'une manière générale dans la raquette, et on retrouve effectivement une belle adresse sur les tirs à 3 points, notamment ici à 45 degrés sur le côté gauche. C'est toujours intéressant parce que c'est un gaucher et en général on préfère se présenter du côté opposé de la main forte. Donc si vous êtes droitier, en général, vous aimez bien tirer du côté gauche parce que vous avez votre bras qui est déjà positionné, entre guillemets, du bon côté du cercle. Et Fox, c'est l'inverse. Il aime bien se présenter du côté de sa main forte, notamment à 3 points. Et on en parlait juste avant. Là, ça commence à devenir vraiment insoluble et vraiment dangereux parce que vous avez un petit Fox, un petit renard qui associe vitesse et adresse de loin. Et là, ça commence à devenir injouable. Et là, vous commencez à mettre en place une arme de destruction massive dans la NBA, et vous commencez à devenir injouable, vous commencez à être un espèce de mini Steph Curry. Et là, c'est le casse-tête. Et là, c'est le casse-tête pour les défenses. D'ailleurs, on retrouve, vous voyez, cette tendance à Fox à se diriger du côté gauche. Donc, vous êtes défenseur, vous avez Fox en assignement défensif, déjà, bon courage. Mais vous le voyez qui se présente en dribble comme ça sur le côté gauche du terrain, sortez sur lui. Alors là, sortez sur lui parce qu'il aime tirer ici à 45 degrés à 3 points. Et effectivement, ça commence à devenir insoluble parce que la saison passée, eh bien, on avait des défenseurs qui se disaient « Ok, Fox, il est ultra rapide, donc je me mets en protection du cercle, je passe sous les écrans et je le mets au défi de me sanctionner sur un tir extérieur, mais moi je protège ma raquette. » Résultat, il ne pourra pas exploiter sa vitesse pour me déborder et finir fort en dessous. Sauf que la donne est en train de changer sur cette saison. La donne est en train de changer, et là, vous passez sous l'écran sur le pick and roll, et bien Fox, il se repositionne à 3 points, et il vous aligne. Il vous aligne à 40%, à 37% je crois, sur les pull-ups, ce qui est un très bon pourcentage. Et là, ça commence à devenir insoluble. Et là, le coach adverse commence à avoir des migraines. Et là, les assistants défensifs commencent à se dire « Putain, comment on va faire ? On va devoir faire prise à 2, on va devoir changer sur tous les écrans. » Et vous avez effectivement comme ça un Fox qui devient une arme de destruction massive pour les Kings. En termes de stats, en termes d'efficacité offensive, Fox, c'est le 44e pourcentage au tir réel parmi tous les arrières de la NBA sur les pull-ups. À titre d'information, c'est mieux que Damian Lillard. Damian Lillard, le mutant qu'on voit mettre plein de paniers, le meneur All-NBA First Team de la saison passée. Sur ce début de saison,
De'Aaron Fox a un meilleur pourcentage au tir réel sur les pull-ups que Damian Lillard. C'est le 36e meilleur pourcentage au tir réel parmi les arrières sur les catch and shoot. Pour info, c'est mieux sur ce début de saison que Kemba Walker. Le Kemba Walker qu'on a vu mettre des 60 points, des 103 points en 2 matchs. Sur ce début de saison d'Aaron Fox, c'est le 26e pourcentage de réussite parmi les arrières sur les drives. Pour info, c'est dans des paliers, dans des niveaux d'efficacité qui sont équivalents à Steph Curry ou à Kyrie Irving, qui sont quand même en termes de qualité d'attaque des bonnes références. Donc on a un Fox qui est complètement libéré, qui est complètement délivré et qui s'éclate complètement dans ce jeu up-tempo, qui a fait de très bons efforts en termes de qualité d'attaque, de réajustement de son adresse et qui colle mais à 100% dans ce dispositif des Kings et qui devient un vrai danger au poste 1, et c'est exactement ce dont Sacramento avait besoin. Regardez la saison passée, 2017-2018, le poste sur lequel les Kings étaient le plus déficitaires par rapport aux adversaires directs, c'était pas le poste d'arrière, c'était pas le poste de pivot, c'était pas le poste de lié, c'était sur le poste de meneur. C'était sur le poste de le meneur que les Kings étaient les plus en souffrance. Eh bien, ça change cette saison, et comme par hasard, les Kings retrouvent un petit peu les voies de la victoire dans la NBA. Et puis, on en parlait juste avant, De'Aaron Fox, il est en train de rentrer dans le cercle vertueux du meneur qui est un vrai danger individuel. Parce que, on le disait, vous sortez haut sur lui, il vous déborde en dribble avec sa vitesse, vous sortez pas sur lui, il vous met un 3 points dans la tête, donc à titre individuel, il y a un vrai danger, et puis au-delà de ça, ça devient une locomotive d'attaque pour les Kings. Résultat, la défense commence à se focaliser sur lui. Résultat, eh bien, vous êtes obligé de sortir haut sur lui, il drive au cercle. La défense est obligée de venir aider pour compenser ce débordement et l'empêcher d'aller finir tout seul en dessous. Et là, il renverse sur un coéquipier. Qui peut sanctionner à 3 points, qui peut via un petit décalage couper, et vous avez comme ça effectivement un joueur qui devient un petit peu la pierre angulaire de tout le dispositif et qui fédère l'attaque autour de lui. Et c'est comme ça d'ailleurs que Fox a vu son pourcentage de passes décisives augmenter, parce que la défense est plus focalisée sur lui. Forcément, ce qui est plus d'un côté sur lui, il est un petit peu moins de l'autre sur un coéquipier. Et Fox, il a des superbes qualités de passe, une super vision de jeu. Et il trouve comme ça des joueurs dans le backdoor, des joueurs qui se présentent intelligemment, des joueurs qui flashent à l'opposé au-delà de la ligne à 3 points. Et vous avez comme ça effectivement une tour de contrôle des Kings. Fox qui devient une tour de contrôle des Kings. Et c'est d'autant plus mortel. Cette arme de destruction massive, elle est d'autant plus mortelle que, aux côtés de Fox, eh bien, les Kings ont placé un joueur en complémentarité parfaite en la personne de Buddy Hield. Buddy Hield qui, sur ce début de saison, est à 71% au tir réel sur les catch and shoot, qui représente à peu près 30% de ce qu'il produit en attaque. Donc vous avez le meneur ultra rapide qui fixe la défense, et l'espèce de gâchette qui peut exister au-delà de la ligne à 3 points et qui n'attend que un reversement sur elle pour sanctionner. Ça rappelle d'ailleurs étrangement le dispositif Kings, ça rappelle le dispositif Warriors. Ça rappelle étrangement le dispositif Warriors avec le feu follet Steph Curry et la gâchette en catch and shoot. Klay Thompson, d'ailleurs, on va voir qu'il y a pas mal de parallèles dans le jeu d'attaque, notamment le jeu placé des Kings, qui est inspiré des Warriors, et ils auraient tort de ne pas le faire, parce que c'est la meilleure école en termes de qualité d'attaque de ces 4-5 dernières années. Donc c'est là où il faut aller piocher les idées. Buddy Hield, sur ce début de saison, c'est 43% à 3 points, c'est 50% à 3 points sur les catch and shoot. On est un petit peu moins en adresse en pull-up, mais si Buddy Hield et Fox étaient aussi en insolence en pull-up, les Kings auraient le meilleur bilan de la NBA là, présentement. Donc on peut pas tout avoir non plus, on peut pas tout avoir tout de suite, mais voilà, là pour le coup, en termes de cohabitation de joueurs, de complémentarité, de pertinence dans un casting d'une ligne arrière, on a quelque chose de très 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 cohérent avec un Buddy Hield
qui effectivement sur le above the break, donc le above the break, ce qu'on appelle les tirs à 3 points above the break, ce sont ces tirs à 3 points dès lors que la ligne elle commence, vous voyez, à fléchir au-delà de la zone dans le coin, et Buddy Hield sur ses tirs above the break, il est complètement en insolence. On a vu 50% à 3 points sur les catch and shoot, ça fait du 1,5 points par possession, mais c'est juste mutanesque, c'est juste complètement mutanesque. Et là où la complémentarité elle est encore plus intéressante, c'est qu'on l'a vu, Fox il tentait majoritairement une grande partie de ses tirs en moins de 9 secondes sur l'horloge, et dès que les Kings finalement ils n'ont pas réussi à trouver ce tir rapide en moins de 9 secondes en la personne de Fox, ils passent sur la deuxième option, et la deuxième option c'est Buddy Hield qui tente pratiquement la moitié de ses tirs entre 15 et 7 secondes sur l'horloge des 24, donc sur le cran d'après, sur le cran d'en dessous. Et sur ses tirs tentés un petit peu plus tardivement, il est à 53% de réussite à 3 points, mais arrêtez. C'est juste l'insolence, totale. Alors la réussite à 2 points elle est un petit peu moins flagrante, mais on a en moyenne un 54% au tir réel, ce qui est dans la moyenne NBA. Donc on a ce one-two punch du côté des Kings avec le direct du gauche qui vous tombe tout de suite dessus, c'est le De'Aaron Fox très rapidement, et puis vous avez réussi à l'esquiver, et bien il y a l'uppercut Buddy Hield, c'est le deuxième qui vous tombe dessus un petit peu plus tard. Et vous avez comme ça une deuxième complémentarité entre les deux joueurs sur l'exploitation de l'horloge des 24 secondes, et c'est vraiment très 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 pertinent, c'est vraiment très 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 cohérent. Et effectivement, on retrouve ce que vous voyez à l'écran dans le dispositif des Kings. On retrouve ces petites séquences de démarquage sans ballon pour Buddy Hield qui peut flasher, qui sort d'un double écran, qui se présente et qui bénéficie d'une réception tir et peut sanctionner à 3 points. Ce qui est complètement inspiré, du dispositif Warriors avec Klay Thompson. C'est pareil, c'est des petits doubles écrans, c'est des petites fixations au poste bas, ça croise, je me représente à 3 points, réception tir, et bam, ficelle. Très bonne école, et nul doute que les Kings ont très 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 bien fait de s'en inspirer, et au même titre que Fox s'éclate, Buddy Hield s'éclate en coexistant dans cette attaque de Sacramento sur du catch and shoot, parce que lui aussi focalise la défense et oblige les défenseurs à l'opposé à venir le surveiller. Et quand vous avez un Hield qui est à 50% en catch and shoot à 3 points, eh bien vous devez défendre sur lui, il est à l'opposé, vous allez y réfléchir à 2 fois avant de venir aider dans la raquette. Parce que renversement de passe, il va se retrouver tout seul, et vous allez vous prendre un 3 points dans la tête. On retrouve un petit peu ce cercle vertueux de l'attaque, et cette mécanique, ce casse-tête pour les défenses adverses. 27e pourcentage au tir réel de la NBA, ce Buddy Hield parmi les arrières. On a une très belle efficacité en pourcentage au tir réel. Juste à titre indicatif, c'est 15 points de pourcentage de plus que Bradley Beal, parce que depuis que c'est la mini-crise du côté des Wizards, j'entends, parfois ça arrive à mes oreilles, dire « Oh, les Kings, ils pourraient monter un deal et récupérer Bradley Beal ». Pour info, un arrière en complémentarité parfaite avec Fox, qui est impactant et qui a une belle efficacité, ils en ont déjà un. C'est pas la peine de vouloir récupérer un Bradley Beal dont le gros salaire va devoir être absorbé et qui, présentement, a une efficacité qui est bien moindre que celle de Buddy Hield, parenthèse refermée. Et puis, quand on analyse ce backcourt des Kings, on se rend compte que Fox plus Hield, c'est à eux deux plus de 57% au tir réel. Ce backcourt des Kings, c'est plus de 57% au tir réel. Il n'y a que 3 équipes dans toute la NBA sur ce début de saison qui ont un backcourt à plus de 57% au tir réel. Alors quand on pense super backcourt de la NBA, on pense à Curry, Klay Thompson. Eh bien non, ils n'en font pas partie. On pense à Chris Paul, James Harden. Eh bien non, ils n'en font pas partie non plus. On pense à Lillard, McCollum. Non, ils n'en font pas partie non plus. On pense à John Wall, Bradley Beal. Non, là pour le coup, ils n'en font vraiment pas
parti du tout. Et non, les deux autres backcourts sur ce début de saison les plus efficaces, c'est celui des Raptors avec Kyle Lowry et Danny Green. Ils sont à plus de 60% au tir réel, très belle efficacité. Et c'est du côté des Bucks. C'est du côté des Bucks avec Bledsoe et Middleton qui sont eux aussi à plus de 50% au tir réel. Troisième de ce palmarès, c'est Fox et Hill. Ce backcourt des Kings qui pour le coup en termes d'efficacité offensive est vraiment très 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 impressionnant. Sans doute bien moins classé en termes de qualité de défense, mais en termes de qualité d'attaque, d'efficacité offensive, c'est suffisamment significatif pour le signaler. Et accessoirement, petite parenthèse, Fox plus Hill, c'est un backcourt à 9 millions de dollars la saison. De très très loin, le meilleur rapport qualité-prix de toute la NBA, c'est moins que le salaire de Schumpert. C'est moins que le salaire de Schumpert du côté des Kings. Et pour une fois qu'on met en avant le très bon rapport qualité-prix d'un joueur en NBA, c'est une anecdote qui méritait d'être citée. Et puis ce petit tour d'horizon des Kings. Ce petit tour d'horizon des Kings, il ne serait pas complètement juste si on n'abordait pas un quatrième homme qui est au cœur, lui aussi, de cette mutation des Kings. Ce quatrième homme, derrière Fox, Coach Yeager et Buddy Hield, ce quatrième homme, c'est Bjelica. Ce quatrième, c'est Bjelica. Ce qui est d'autant plus fascinant qu'il ne devait pas être là. À la base, il ne devait pas être là. Il s'était engagé à signer, il s'était engagé avec les Sixers. Finalement, il signe pas chez eux. Il se dit que je vais retourner en Europe. Divac l'attrape sur la passerelle de l'avion en lui disant attends, tu veux pas venir aux Kings? Tu veux pas venir aux Kings pour 3 ans et 20 millions? Et bien ça se dit ouais, ok, je trouverai sans doute pas mieux en Europe, et bam, il est récupéré aux Kings. Et pourquoi je vous dis qu'il est au cœur du dispositif, c'est que quand vous regardez les stats avancées des Kings, quand vous regardez le joueur qui a l'indice d'impact le plus élevé, c'est Bjelica. Déjà ça vous alerte, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, quand on va regarder un petit peu ce que Bjelica apporte à cette équipe des Kings, on se rend compte qu'il est à 83% sur les catch and shoot, que sur ce début de saison, il est à 52% à 3 points. Mais on est à 83% sur les catch and shoot. Et les catch and shoot, c'est pratiquement un tiers de ce que tente Bjelica. Et au-delà de ça, il attaque aussi assez régulièrement le cercle. Il est à 56% sur les drives au cercle, ce qui est dans la moyenne NBA. Donc on a un Bjelica, un stretch four, qui permet complètement, parce que son adresse à 3 points elle est complètement insolente, qui permet d'étirer au maximum cette attaque des Kings. Et ça le permet de libérer la raquette, et ça ouvre des intervalles pour les Fox, pour les Hills, qui peuvent attaquer et qui peuvent finir fort au cercle. C'est juste, l'adresse à 3 points est juste insolente. Regardez Above the Break, on est en moyenne très au-dessus des 10 points de pourcentage en plus que la moyenne NBA. Bref, Bjelica, il fait un début de saison de mutant. Et effectivement qu'il est complètement précieux aux Kings, parce qu'on le disait, il permet d'étirer la raquette à mort, il permet d'étirer l'attaque à mort, il ouvre des intervalles. Il ouvre des intervalles pour lui-même, c'est-à-dire que le défenseur est obligé de sortir sur lui, et en général c'est un 4 adverse, donc pas forcément un joueur ultra mobile, ultra rapide, il est obligé de sortir très très haut ce 4 adverse, et Bjelica, il peut poser le dribble, le déborder et aller finir fort en lay-up. Et ça déjà, c'est compliqué à défendre. Et puis, s'il y a un renversement sur Bjelica et que personne n'est sorti sur lui, eh bien, il vous sanctionne avec un pourcentage de plus de 50% à 3 points. Donc, c'est un énième casse-tête défensif que cette attaque des Kings, elle, propose plus que jamais. Plus que jamais, on a vraiment un process. On a vraiment un process qui est en action du côté de cette équipe de Sacramento. Parce qu'on a un noyau dur de jeunes joueurs avec Fox, Hield, Colestein, plus maintenant l'arrivée de Bagley, plus encore les Harry Giles, les Jackson. On a vraiment un beau noyau dur de jeunes joueurs qu'on peut d'année en année continuer à développer. Maintenant, attention,
on dresse un tableau un petit peu idyllique. S'il était aussi idyllique, les Kings seraient favoris pour gagner le titre. On n'en est bien sûr absolument pas là. On l'a vu, le gros succès des Kings, il repose quand même sur une adresse insolente à 3 points qui vraisemblablement va se niveler un petit peu, hein, plus on évolue et plus on avance dans la saison. Donc l'adresse va se tasser un petit peu, les résultats évidemment vont se tasser un petit peu, mais même si les Kings finissent sous les 50% de victoires, mais qui sont entre 37 et 42 victoires, ils auront quoi qu'il arrive gagné 10 matchs de plus que la saison passée, et dans une équipe qui est dans un processus de reconstruction, gagner 10 matchs de plus que la saison passée, vous êtes parfaitement dans le contrat. Vous êtes complètement dans le contrat, et si les Kings accrochent les playoffs, ça sera au-delà de leurs espérances. Ne nous voilons pas la face, et quoi qu'il arrive, les Kings, s'ils confirment sur leur lancée, même s'ils se tassent un petit peu, ils sortiront tout à fait satisfaits et tout à fait gagnants de cette saison 2018-2019, une saison quelque part de transition. On est dans la continuité du développement du noyau dur. Les perspectives sont promettrices, sont prometteuses, mais il y a encore beaucoup de choses à corriger, notamment sur le rebond offensif. Les Kings sont l'une des plus mauvaises équipes de la NBA au rebond offensif, ce qui explique qu'ils ont un très bon pourcentage au tir réel, mais que leur niveau d'attaque n'est que 16e. On a 10e tir réel, 16e attaque, parce que quand le tir est manqué, eh bien, on n'a pas de solution en deuxième intention. Donc on perd en qualité d'attaque parce qu'on n'a pas de rebondeur offensif agressif. En termes de défense, c'est là où la marge de progression des Kings elle est la plus grande. On est à la 25e défense pour les tirs tout près du cercle, donc les tirs à haut pourcentage. On a la 20e défense des tirs à 3 points. Fox, aussi talentueux soit-il en attaque, parce qu'il est ultra rapide, il a quand même un gabarit qui est extrêmement léger, qui est extrêmement frais. Quand vous vous retrouvez à devoir changer et que Fox se retrouve à prendre un LeBron James sur un changement d'écran, ou un Kevin Durant, ou un Jimmy Butler, ou n'importe quel autre joueur qui a un profil beaucoup plus athlétique et beaucoup plus musculeux que lui, évidemment qui pénalise la défense des Kings. C'est un petit peu le syndrome Isaiah Thomas. Donc, ce qui l'abandonne en défense, eh bien, il doit effectivement le retrouver en attaque. C'est ce qui se passe un petit peu sur ce début de saison, mais globalement la défense des Kings elle est encore beaucoup trop faible pour que cette équipe de Sacramento aille très très loin sur une saison régulière, et encore moins sur des séries de playoffs. Donc la marge de progression elle est évidemment là. Et puis quand on analyse un petit peu leur attaque, on l'a vu, les Kings ils ont une magnifique adresse à 3 points, mais ils n'ont que le 25e taux d'usage de la NBA sur le tir à 3 points. C'est-à-dire qu'on fait très très bien du 3 points, mais on n'en abuse pas. Voire on le sous-utilise peut-être un petit peu, et à contrario, on a la 10e fréquence pour les tirs à mi-distance, mais seulement le 20e pourcentage de la NBA sur ces tirs à mi-distance. Donc on aurait peut-être intérêt côté Kings à abandonner du tir à mi-distance au profit du tir à 3 points. Alors certes, on pourra avoir une augmentation de la quantité au détriment de la qualité. Mais même si les Kings, au lieu d'être à 40% à 3 points, ils passent à 38%, et au lieu d'être la deuxième équipe la plus à droite, ils ne sont que la 10e, 38% à 3 points, en termes de pourcentage au tir réel, ça sera pas très très loin des 60%, ça sera toujours éminemment beaucoup plus que les 40% que rapportent les tirs à mi-distance. Donc, il y a peut-être un glissement en termes d'utilisation du tir extérieur à faire, avec un petit peu moins de tir à mi-distance, plus de tir à 3 points. Moi j'adore le tir à mi-distance. Quiconque a grandi en regardant la NBA dans les années 90 a été abreuvé de tir à mi-distance. Mais d'une manière purement pragmatique et purement tactique, le tir à mi-distance c'est le tir de l'inefficacité. C'est terrible à dire, mais c'est une triste réalité. Et être à 40% à mi-distance et en tenter beaucoup, c'est une bêtise. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Autant être à 35 à 3 points parce que ça vous rapporte en pourcentage au tir réel beaucoup plus. Et c'est ce qu'on se disait ici. Peut-être un glissement sur de l'utilisation du 3 points à faire, peut-être en tenter plus que ce que les Kings font actuellement. Et puis, là où on a aussi une perspective d'avenir qui est reluisante, c'est que les Kings, ils ont un noyau dur de joueurs en contrat rookie qui est verrouillé, parce que Bagley, il est là pour 4 ans, Fox, il est encore là pour 3 ans,
Cole Stein, il est en contract hier, il va être signé, mais c'est pas un problème. Buddy Hield, il a encore 2 ans de contrat. Et puis on a Jackson, Guile, Labissière, Mason. On a encore tous ces jeunes joueurs qui sont encore, quoi qu'il arrive, là pendant 2 ans. Ce qui est très intéressant, c'est que on va avoir Cole Stein en contract hier. Donc il va arriver en free agent. Son salaire, c'est 11 millions sur le cap hold. C'est-à-dire que si les Kings veulent le conserver, il y a bloqué 11 millions sur la masse salariale future de la saison prochaine des Kings. Ça veut dire que si les Kings se décident à conserver Cole Stein, ce qui va être le cas, il y a 11 millions qui sont retirés de leur masse disponible pour la saison prochaine et ils se retrouvent avec 47 millions de dollars pour recruter à l'intersaison. Parce que évidemment que Randolph ne sera pas conservé. Schumpert sera peut-être conservé mais pas à 11 millions la saison. Koufos ne sera vraisemblablement pas conservé, McLemore non plus. Vous avez comme ça plein de contrats assez importants qui arrivent à terme et qui permettent aux Kings d'avoir une énorme enveloppe pour recruter la saison prochaine. Et autour de Fox, Hield, Bagley, Cole Stein, il manque un ailier, un minimum talentueux, un minimum polyvalent qui peut apporter de l'attaque et de la défense. Si les Kings parviennent à être agressifs, à être convaincants et à attirer cet ailier la saison prochaine, et ils ont potentiellement un contrat max à lâcher, ce qui serait, en fonction du joueur qu'ils peuvent récupérer, une bonne ou une mauvaise idée, ça sera à voir, mais si demain les Kings veulent faire les yeux doux à Kawhi Leonard en lui disant hey, viens aux Kings, on peut grâce à toi monter une équipe qui détrônera les Warriors, les Rockets, les Lakers, etc. et qu'ils arrivent à l'avoir, là on parle des Kings très clairement d'une nouvelle façon. La probabilité que ça arrive, elle est très très basse, mais voilà, les Kings ils ont plein d'argent en banque, et même s'ils trouvent personne de free agent de gros calibre, de grands noms à l'intersaison, ils feront ce qu'ont fait les Sixers, c'est-à-dire qu'avec l'argent qu'on a disponible, on re-signera nos jeunes joueurs, et puis on ira choper un JJ Redick, on ira choper un Amir Johnson, on bouchera les trous, et on fera des recrutements intelligents, et on sera encore plus compétitif que la saison passée. Donc pour résumer les Kings, début de saison intéressant, jeunes joueurs en développement qui continuent de franchir des paliers, énorme flexibilité salariale pour les années à venir, et on a tous les ingrédients réunis pour faire de cette équipe de Sacramento une équipe qui va compter dans les années à venir. Vladé, et non pas Vladé Retro Satanas, mais Vladé Divac a toutes les cartes en main pour enfin ramener les Kings sur le haut de l'affiche, et nul doute que ça fait une quinzaine d'années que le noyau dur des fans de la capitale californienne attend ça. Donc les Kings, ils ont vraiment toutes les cartes en main pour peser et pour continuer à monter en intensité. C'est une équipe à suivre, évidemment qu'on suivra ça de près. Merci de votre fidélité, bon match à tous.